Bienvenue dans le podcast Entrevoix. Je m'appelle Sonia Hiver, je suis artiste, exploratrice d'imaginaire, chercheuse de résonance et pour ce 11e épisode, le premier qui inaugure la chaîne YouTube Entrevoix, je reçois la créatrice Delphine Vivet. Bonne écoute. Bienvenue dans le podcast Entrevoix et pour ce 11e épisode, j'ai l'honneur d'accueillir Delphine Vivet qui est une créatrice aux multiples casquettes. Donc, ça fait un petit moment que j'avais envie de t'inviter. Et là, ton exposition actuellement à la librairie Tuat Roman sur les femmes pionnières a été un petit déclic pour moi. Donc, te voici. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Donc, avant de parler un peu de ton parcours, de l'exposition, tout ça, je te présente. Donc, tu t'appelles Delphine Vivet, alias Videl. On peut te retrouver sur le pseudonyme Videl. Tu as 47 ans, tu vis et travailles au Mans. Donc tu exerces à la fois dans le domaine de l'art, de l'artisanat et de l'écriture. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ? En fait, moi j'ai toujours dessiné depuis que je suis petite. Je faisais énormément de dessins d'enfants, très naïfs, où on voit un peu, pas forcément où je respectais les proportions, mais où j'avais envie de voir un peu. C'est parce que ma mère me lisait beaucoup de contes de fées, donc j'imaginais un peu tout ce qui se passait dans ces contes et je les dessinais, quoi. Tu étais baignée un peu dans un certain imaginaire. Oui. Enfin, beaucoup de lectures aussi qui parlent de personnages et tout ça. Et qui donnent une sensibilité aussi par rapport à l'humain. Oui. Et ça fait combien de temps que tu es devenue professionnelle ? En fait, je suis à la MDA depuis 2015. D'accord. Donc ça va faire. Mais je faisais des expos avant, de toute façon. Donc, Mais là, ça fait vraiment que bientôt 10 ans seulement où tu t'es vraiment lancée en tant qu'artiste professionnelle. Et avant, pour toi, tu étais juste amateur. Enfin, ouais, c'était un loisir que j'aimais parce que c'est multi. Il y a énormément de disciplines, l'art plastique. Il y a beaucoup de choix et puis. Et voilà quoi. Oui, tu as pris des cours. Est-ce que tu as fait une école ou Alors, moi j'ai tâtonné au départ. Je suis allée un petit peu à Rouge Vert Bleu. Un petit peu c'est à un la atelier Borie, qui est situé au Mans. Rouge Vert qui est fermé. J'ai fréquenté Art et Couleurs et ensuite l'atelier d'Elvire où j'ai appris d'Elvire Antoumatei qui est situé rue de la Galère et qui m'a appris à travailler dans la matière et dans les volumes. D'accord. Donc tu as pris un peu plus d'assurance dans tes techniques. Au niveau, j'ai progressé. Je parle beaucoup plus vite. J'ai progressé en un an d'une manière assez étonnante. Je travaille beaucoup aussi. Ça, on va en reparler. On va parler un peu de ton exposition qui a lieu actuellement à la librairie Tuat du Mans, qui s'intitule Femmes pionnières. Tu as choisi de mettre en lumière des femmes, des portraits de femmes plus précisément. Et tu as même sorti un ouvrage sur cette expo, en lien avec cette exposition. Pour moi, on en a discuté beaucoup toutes les deux. Je suis admirative de tout le travail de recherche que tu as pu faire en amont pour cette exposition. Qu'est-ce qui t'a emmené en fait à vouloir faire cette série et à présenter cette série ? Déjà, le goût pour le portrait, ça forcément. Et puis, de toute façon, ça fait longtemps que je m'intéresse à l'histoire des femmes, puisque j'ai lu beaucoup de livres. Parce que c'est vrai que finalement, on s'aperçoit qu'on a quasiment pas d'histoire, quoi. On a été invisibilisés. Voilà, les femmes ont beaucoup été invisibilisées. Alors j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet. J'ai aussi été questionnée des gens qui n'étaient pas du tout dans ma discipline, comme les sciences, les sports, qui étaient les plus amènes de me parler de femmes qui étaient pas connues finalement, et puis qui avaient fait des grandes avancées parce qu'ils l'avaient étudié, etc., quoi. Donc bon, c'était un peu... Parce que mine de rien, même dans certains livres, par exemple, Myriam Mirzakhani, on n'en parle quasiment jamais, alors que c'est la première femme à avoir le prix Nobel, quoi. Elle est décédée à 37 ans, là. Elle était toute jeune. C'était une des seules femmes en Iran qui était tellement respectée qu'elle avait le droit de ne pas porter le hijab et avoir les cheveux courts.
Ah ouais, elle est très 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 respectée cette femme-là. Enfin, bah oui, puis une iranienne en plus. Moi je voulais aussi une expo qui soit basée sur les femmes aussi, mais aussi le multiculturalisme quoi. Enfin, Ça a dû être dur pour toi de sélectionner 50 portraits qui ornent un peu les murs de la librairie Tuard. En fait, il faudrait qu'on puisse, dans l'idéal, avoir toute ton exposition dans une seule pièce. c'est ce que je cherchais à faire au départ, c'est avoir une exposition permanente dans un lieu où, qui accueille des femmes. Par exemple, j'avais pensé, par contre, c'est pas évident à trouver sur le Mans parce que c'est des petits locaux. Mais étant donné que quand j'avais fait cette première exposition, c'était en 2019, il y avait énormément de femmes qui m'avaient dit bah, ça me donne confiance en moi, je vais revenir. Je suis revenue plusieurs fois parce que je pensais pas qu'on avait une histoire. Quoi. Enfin, et puis que les enfants, les ados posaient plein de questions, mais ils n'avaient pas du tout d'a priori, il n'y avait rien du tout. En 2019, ton livre, il était déjà. Non, il n'était pas sorti. Et justement, il y a des gens. C'est ça qui t'a peut-être motivé à. Il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi ne pas les relire en un livre? Comme ça, on pourrait les consulter. Quoi. Oui, parce que pour tous celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer à la librairie, oui, pour voir l'exposition, l'ouvrage est disponible aux éditions Complicité. Donc il sera disponible, je mettrai les liens en description de l'épisode pour se procurer l'ouvrage pour celles et ceux qui ne pourront pas voir l'exposition ou en attendant qu'il y ait une exposition faite de tous les portraits qu'il a fait. Ouais, en tout cas, ça donne une idée de tout ton travail justement parce que chaque portrait est documenté. Donc voilà, donc tu disais, pour rebondir sur ce que tu disais, tu as des femmes et des visiteurs et visiteuses qui sont venus et qui t'ont dit je ne savais pas que les femmes avaient une histoire. Donc c'est et puis surtout à chaque fois quand je parlais de mon projet, on me disait toujours il y a juste Marie Curie qui est connue, il n'y en a pas d'autre. Donc je me disais quand même, on n'est que ça dans l'histoire. Quoi. Donc je me dis mais c'est quand même important qu'il y ait des noms et surtout que les jeunes, ça fasse partie de leur inconscient collectif quelque part. Enfin, Donc tu te sens quand même un rôle, pas un rôle, active en tout cas dans ce travail de. Il y avait une vertu pédagogique à mon bouquin, ce livre il est sans prétention. Hein, c'est vraiment pour pouvoir transmettre des choses et puis les messages ont été tellement gratifiants sur ce que ça avait apporté. Donc c'est ça l'important. Ouais, je suis pas étonnée. En tout cas, même moi j'ai appris. J'étais dans l'exposition en tout cas les portraits que j'ai vus, il y a des portraits de femmes où je connaissais même pas du tout. Non, mais justement, puis on apprend beaucoup de choses. On apprend des choses finalement. Ouais. Avec des petits textes pour tout le monde. Enfin, ça peut être des enfants, ça peut être peut-être plutôt des ados. Mais au moins ils peuvent regarder le visuel, voilà, puis se demander qui est qui, est-ce que je l'aurais reconnu. Il y a un petit côté marrant, quoi. Oui, franchement, c'est. Je suis vraiment admirative de tout ce travail. Et en tout cas, moi, au nom je te remercie beaucoup pour ça. Et concernant le droit des femmes, est-ce qu'il y a des choses que tu espères ou que tu souhaites pour la France, pour le monde C'est vrai que les choses elles ont quand même beaucoup changé. Bon, déjà au niveau il y a au niveau législatif maintenant, est-ce qu'on peut vraiment dire bon après les lois sont pas forcément respectées au niveau des salaires, tout ça. Enfin il y a plein de choses qui sont pas respectées, mais normalement au niveau législatif, il y a forcément en ce moment une espèce de régression sociale qui menace les minorités, les femmes, etc. Il y a toujours le risque d'une crise. C'est Simone de Beauvoir qui disait ça. Il suffira de la moindre crise pour qu'il y ait un recul des droits des femmes. Quoi. Donc finalement, je pense que le féminisme, il est important. Non pas pour en vouloir toujours plus, écraser les hommes, c'est ce qu'on entend un petit peu. Mais justement pour être vigilant, pour maintenir cette égalité, parce que l'égalité c'est un équilibre instable, on a quand même des différences biologiques, etc. Donc peut-être de moins en moins, mais c'est un équilibre qui doit être reconstruit, je pense, être vigilant sur toutes les avancées qu'on a pu avoir. Voilà.
Oui, les crises, pour toi, ça peut être un facteur qui fait que certains droits reculent pour les femmes. Et je pense qu'il faudrait aussi qu'il y ait un grand mouvement, et ça a été très dommage que le féminisme soit très académique, très intellectuel, avec des auteurs qui ne sont pas forcément faciles d'accès, d'avoir un vrai mouvement culturel populaire. C'est pas des populistes parce que c'est toujours un peu péjoratif, mais vraiment populaire, Tu veux dire, oui, et qui est de sororité et sans distinction de classe, sans distinction de rien du tout, et puis aussi que le féminisme qui est aujourd'hui divisé quasiment entre 50 courants arrête de... Enfin, on en a un peu mieux, quoi, au lieu de se... Oui, qui est une vraie sororité, en fait. Le lieu, mot sororité voilà, prend c'est tout ça, son sens. accepter le point de vue de chaque courant, quoi. Enfin, non, ton message est important, ça veut dire ne pas écraser, justement, que chacun se sente valorisé et sur un piédestal. D'accord. Alors pour celles et ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas vraiment le travail de Delphine, c'est un univers figuratif, très coloré. Je trouve que l'être humain a beaucoup, justement on parle des femmes, etc., mais l'être humain pour moi est très présent, est quand même assez présent, même dans tes paysages, on sent quand même malgré tout une présence humaine, je ne saurais pas dire pourquoi. Ah, les lumières de la nuit, ça, voilà. C'est des lumières nocturnes, c'est normal. Voilà. Enfin, j'ai accentué les lumières parce que finalement c'est une métaphore de la vie la nuit, quoi. Enfin, après j'ai voulu mettre aussi des végétaux, des fleurs photographiées la nuit, comme ça elles ont toute une dimension onirique un peu C'est vrai que ton univers est très poétique. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup d'humain, la recherche de la place de l'humain, de ta propre place aussi, de faire du lien justement avec toutes les expositions que tu fais. Mais au-delà, il y a quand même un aspect assez... C'est poétique, mais il y a une certaine aussi solitude au milieu de tout ça. Toi, en tant qu'être humain, avec le monde, enfin, je ne sais pas comment dire, mais il y a beaucoup d'interrogations. C'est quand même un peu métaphysique, je trouve aussi, quelque part. Des interrogations métaphysiques par rapport à l'existence. Oui, je pense. Enfin, bah, tout c'est façon, comme ça que je ressens. Je veux dire, quand on commence une démarche artistique, on part quelque part à la recherche de soi-même un peu. Hein. Donc, on va évoluer. Moi, j'avais commencé les nocturnes parce que j'habitais dans le Vieux-Mans à une époque. Et la nuit, pour moi, c'est un moment d'apaisement. Bon, après, ça peut être dangereux aussi. Mais je veux dire, tu vis beaucoup la nuit bah, ou voir peut-être insomniaque aussi. Non, même des fois, se réveiller très très tôt, aller voir l'eau, des choses comme ça. C'est des moments où il n'y a quasiment personne, où on est vraiment au calme, où on voit la nature. C'est vrai que tu fais beaucoup de photos que tu retravailles après derrière. On voit quand même une certaine lumière qui surgit. Enfin, tu recherches toujours à accentuer peut-être les choses que nous, on ne peut pas forcément voir ou toi que tu veux montrer. Et c'est vrai que c'est... Mais il y a toujours des couleurs. Enfin, c'est vrai qu'une fois, j'étais partie faire une sortie photo comme ça le soir et ça, il avait plu. Et il y avait plein de reflets, des lumières et je m'étais dit, mais pourquoi pas les accentuer encore plus sur les pavés, tout ça. Donc voilà, ouais. C'est pas c'est un peu... j'ai voulu mettre ça un peu en lumière alors que ça représente pas le réel vraiment, quoi. Enfin, ouais. On peut dire que c'est un peu naïf dans ce cas-là. Enfin, aussi. Ah, tu trouves? Ah, Tu trouves que ça a un côté naïf quand tu fais ce genre de photos? Pas les photos, mais les peintures, c'est pas vraiment figuratif non plus, quoi. Donc, c'est chercher un autre espace en fait, dans l'espace que tu montres. Il y a d'autres. Certains sont un peu naïfs, par exemple avec les pavés qui ne représentent pas du tout. C'était parce qu'il y avait tous les chats du Vieux-Mont. Je me disais, mais comment ils doivent voir les choses? C'est marrant ça, que tu te mettes à la place d'essayer de chercher un autre angle de vue. Ouais, un autre angle de vue. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup de tableaux ras du sol. Mais c'est vrai qu'il y a des angles qui ne sont pas communs. Exact. Et justement, tu dis que tu utilises beaucoup de médiums différents.
t'as la peinture, le dessin, la photo et la sculpture aussi, je crois que tu as fait Oui, quelques j'ai fait de la sculptures. sculpture, du modelage, de la mosaïque. J'ai essayé le pouring parce que je me suis lancée dans le Ouais. mobilier de Là, c'est plus récupération. abstrait, là. Ah ouais, c'est plus... Ah, ok. Là, On va en parler c'est- après ouais, de l'artisanat. Là, je reviens juste par rapport aux techniques que tu utilises en art. Est-ce que la ça gravure. influence, ça influence beaucoup ton style ou tes inspirations au fur et à mesure que tu crées? Moi, je dirais que c'est pas vraiment les mêmes sujets. Ah, tu cloisonnes en fait par rapport Par exemple, quand on au va faire médium. une gravure à l'eau forte, on va pas pouvoir faire un paysage, ça va être. Ouais, les traits sont pas, Ouais, c'est ouais. pas la même façon d'utiliser Non, les traits. non, Ouais. c'est. T'as fait des portraits avec cette technique-là? T'as déjà essayé? Oui, j'avais fait quelques portraits, mais vraiment en tout petit format, quoi. Enfin, ouais, c'est. Mais la gravure, enfin, l'œuvre d'art, en fait, c'est la plaque de. Oui. C'est pas le tirage, Ouais, quoi. c'est pas le tirage, Mais, tout le travail derrière. quand on a une bonne idée, enfin, il y a des moments où j'avais fait des choses assez abstraites en gravure parce que bon, c'est vrai qu'il y a une espèce de liberté, il n'y a pas de thème, il n'y a pas. Ouais, j'aime bien cette technique-là aussi. Et là, plus récemment, c'est plutôt la peinture à l'huile que tu Ah, utilises. maintenant, c'est la peinture à l'huile parce que de toute façon, là, je suis partie sur des couleurs qui sont introuvables dans le commerce d'ailleurs. D'accord. Et oui, c'est très, très, très dur à trouver les peintures à l'huile. Du coup, ça veut dire que tu fais tes propres Très, mélanges? très vives. Non, Non, si ça m'arrive de faire des mélanges quand. Au niveau des pigments, j'imagine que si tu veux une couleur particulière, tu es obligé de faire des mélanges. D'accord. Et la peinture à l'huile, c'est pas une technique, enfin c'est une technique assez particulière qui a dû te demander justement plus de travail que l'acrylique. Ah oui, ça dépend. Il y a des tableaux à l'acrylique qui sont très travaillés aussi. Mais c'est vrai que l'huile, il faut respecter les étapes de séchage. Souvent, il faut commencer par un lavis clair parce que si on veut. Ou non, enfin, il y a plusieurs manières de peindre aussi, mais. Bon, après, les tableaux à l'huile, c'est quand même très très lumineux, quoi. C'est vrai que ça a l'avantage de rendre les couleurs, enfin tes couleurs en tout cas, parce que c'est vrai que justement, j'ai un peu évoqué du travail de couleurs que tu fais dans tes créations. Quelle place elle occupe, enfin, quelle place occupe la couleur dans tout ton travail? Parce que je vois rarement de choses tristes ou noires ou très sombres, c'est toujours très coloré ton travail. La couleur, c'est la vie, quoi. Pour toi, c'est la vie, une façon de mettre de la vie. Ouais, c'est. Ouais, l'envie de vivre, quoi. Mettre de la vie dans un tableau. C'est pour ça que j'aurais. Enfin, après, on peut parler de ma nouvelle série qui sera en cours. Rajouter de l'être humain dans les couleurs, dans des paysages nocturnes. Ça sera pour tes projets à venir, ça? Rajouter de l'humain dans Oui, des personnages. D'accord, c'est intéressant. Donc là, tu as une nouvelle série. Des personnages, mais un peu décalés, un peu. Enfin, on se demande ce qu'ils font là, quoi. D'accord. Mais voilà. Alors c'est marrant parce que tu parlais du côté, enfin du cadre, enfin des cadrages que tu fais qui sont particuliers. Et là, tu es encore en train de chercher autre chose pour aller encore plus loin et tout en faisant un petit mélange de ce que tu as déjà fait auparavant. Moi, je trouve ça très fort. Non, mais puis finalement, c'est un peu une continuité, quoi, finalement. Enfin. Ouais, parce qu'au fur et à mesure, tu disais, tu as commencé par les portraits. Après, tu t'es. La ville du Mans, en fait, c'est l'architecture de la ville du Mans, c'était juste un prétexte. Enfin, pour moi, je vois juste ça comme un prétexte pour continuer. Les bâtiments de la ville du Vieux-Mans sont jolis aussi, quoi. Oui, ils sont très jolis. Oui, mais tu les as beaucoup mis en valeur. Hein. Et c'est vrai que. Enfin, tu as une sensibilité, en tout cas artistique, qui fait que, comme je disais, tu utilises beaucoup de médiums, mais tu t'orientes aussi vers. T'as un souci écologique là aussi au niveau de l'artisanat parce que tu réalises des tourelles, ce qu'on appelle des tourelles. Oui, c'est des tourelles de récupération, que j'ai récupérées dans les chantiers. Et ça t'est venu comment C'est un jour, j'ai fait le vide chez moi, j'ai tout mis dans un garage, c'était trop. J'ai tout vidé.
Et puis je suis passée devant un chantier, j'étais voir l'électricien, j'ai dit mais je récupérerais bien vos tourets. Comme ils étaient à la portée de tout le monde aurait pu les prendre, mais bon, il a apprécié que je demande, donc il a dit bah avec plaisir quoi. Donc je me suis retrouvée avec plein de tourets chez moi, parce que c'était vide. J'ai dit bon alors maintenant voilà Qu'est-ce quoi, que j'en fais Puis il y a plein d'idées qui me sont venues quoi finalement. Voilà. Et t'as eu des commandes en fait Ouais, j'en ai eu des commandes. Ouais. J'en ai eu 3. Et après, bon, peut-être que je me fasse un peu plus de petite boutique com, ouais. de com, et puis contacter aussi peut-être, je sais pas moi, au cœur des artistes par exemple, des choses comme ça. Parce que là c'est vraiment l'artisanat pur, enfin ce que tu fais, même s'il y a de la peinture et tout, il y a quand même c'est quand même un gros travail quoi. Enfin, j'imagine. La menuiserie parce que tu dois. On peut apprendre sur les tutos, enfin bon, c'est quand même mieux qu'on a appris dans les règles de l'art. Ouais. Et donc t'en as fait. Là, t'en as réalisé combien en tout? Des tourelles, j'en ai réalisé 14. Ah oui, quand même. Et tu fais pas que ça, je crois que tu faisais aussi t'as fait aussi d'autres choses avec des matériaux de récup. Oui, j'ai récupéré des lames de parquet, des trucs comme ça. Et j'ai fait une espèce de coiffeuse, un miroir que j'avais récupéré dans les poubelles. Parce que j'aime bien les secondes vie aux. Mais c'est fou tout ce qu'on trouve. Il y a des trésors. Mais de toute façon, c'est vrai que les bahus, heureusement qu'ils font une tournée de temps en temps, parce qu'il y a vraiment des trucs. Qui méritent pas d'être. Enfin, qui mériteraient une seconde vie. Ouais, il y avait un chantier d'insertion sur le Mont avant, sur le thème artistique qui s'appelait Épicéa. Et des fois, je m'étais dit, mais refaire un chantier d'insertion avec que de la récup et tout ça. Mais ça demande quand même un certain œil, parce que moi, tu me donnes un miroir où je vois des lattes et tout, je saurais pas forcément quoi en faire. Ça demande quand même un. Alors on fait des analogies, par exemple, on voit un objet, ça forme. Celui-là il ira bien avec celui-là, voilà quoi. Tout le monde n'est pas capable de le faire, mais oui, après, s'il y a quelqu'un qui du coup, c'est vraiment personnel, parce que je veux dire, c'est au fur et à mesure des trouvailles. Les analogies, on les fait, de toute façon, c'est subjectif, de toute façon, c'est propre à chacun. Donc, ça peut forcément être que original, quoi. Non, je trouve ça super, franchement. Et ça t'est venu, c'est les tourets qui ont lancé le truc, et après, ça t'a forcé un peu à regarder ce qu'il y a. J'ai toujours été récup. Mais là, les tourets, effectivement, ça part au broyage, sinon, donc c'est un peu dommage. Enfin, ça part au broyage, ça sert sûrement à autre chose, mais c'est quand même du bois de qualité, et tout ça. Ça fait quand même une belle matière première pour faire quelque chose de bien. Donc, est-ce qu'on peut parler un peu de tes projets à venir, ce que tu as envie de faire pour la suite? Donc, tu as cette série dont tu parlais sur l'architecture et l'humain. Et ça veut dire qu'il y aura une autre exposition qui est prévue déjà? Là, pour l'instant, j'ai commencé cette nouvelle série. J'ai 17 toiles en cours. Après, je les laisse reposer parce que je pense que il y a des idées qui vont venir progressivement. Ouais, t'as beau avoir l'idée de ta série, mais il y a des choses qui vont évoluer dans le temps, il faut laisser mûrir. Faut laisser mûrir et puis faire les choses par étapes, je pense. Avec des idées, pas peindre pour peindre, mais il faut. Tu te mets un cadre, j'ai l'impression, comme quand tu travailles sur les femmes. En fait, tu as choisi un sujet, tu vas le creuser jusqu'au bout, tu vas prendre le temps qu'il faut. Des choses, et tu vas jusqu'au bout des choses, c'est ça. Mais avec rigueur, je trouve, tout ton travail, en tout cas, ça montre que tu as une certaine rigueur, un sérieux, comme si, tu prends les choses vraiment pas, au sérieux. L'art, c'est sérieux. Je suis une personne sérieuse. Oui, mais l'art, c'est sérieux. Ça montre bien que l'art, c'est pas juste ton loisir. Tu en as fait une profession et que tu te donnes jusqu'au bout pour montrer que. Je sais pas ce que tu veux montrer, mais. En tout cas, tu as une direction. Moi, j'ai l'impression que tu sais où tu vas. Ah oui, puis moi, je veux que tout ce que je fais, ça soit personnalisé. Donc, voilà quoi. Donc, tu fais des commandes tu fais des séries pour toi, mais tu fais aussi des commandes. Mais les commandes, c'est compliqué parce que les gens sont très exigeants. En général, ils ne se rendent pas compte de tout le travail qui est en peinture. Quand ils
commande un portrait, même si on a passé des heures dessus, ils veulent bien mettre 50 €, mais pas plus, quoi. Même en peinture à l'huile, donc bon, c'est compliqué, quoi. 50 € pour un portrait huile, c'est vrai que c'est pas cher payé quand on sait le matériel, Mm. le temps passé et l'exigence que ça demande. C'est vrai. C'est vrai. Donc, ouais, je comprends. Et donc là, il n'y a pas de projet, t'as pas de projet d'expo après l'exposition que tu as? Projet d'expo, bah, il faudrait que je finisse cette série parce que bon, on va toujours montrer les mêmes toiles, ça fait un peu toujours les mêmes que. Tu as fait une petite pause alors en fait là. Bah, C'est vrai que déjà, l'air de rien, j'ai t'as fait une beau- pause avec mes tourelles déjà. Ouais. Et là, je suis en train de construire une lampe. Enfin, une lampe avec une. Enfin, au bout d'un moment, j'ai voulu faire mon intérieur un peu comme un espèce de cocon, quoi. Enfin, et le faire comme à mon image, quoi. Enfin, comme un lieu un peu personnel, quoi. Enfin, donc, c'est mes propres meubles que j'ai fait moi-même, voilà, quoi. D'accord. Donc ça, tu vas nous le montrer, mais c'est pas des choses que tu mettras en vente. Donc là, bah, de toute façon, après, ça montre comme exemple de tout ce qui est possible Bien sûr. faire. Donc, oui, là, je vais faire une lampe en résine sur une vieille machine à coudre Singer D'accord. que j'ai récupérée à l'Emmaüs. Et puis, je continue auparavant aussi sur j'avais fait 4 portraits de Mucha et que j'ai passé à la résine aussi. C'est vrai que tu as beaucoup d'inspiration art déco. Ouais, je trouve que. Et puis, je veux dire, les gens aiment bien aussi, je pense. Enfin, oui, ça parle beaucoup. Ça a une certaine nostalgie aussi, je pense, quelque part, tout ce style-là. Mais je ne m'étonne pas que ça plaise. Justement, parlant d'inspiration, est-ce que tu as des recommandations? Parce que moi, mon podcast, j'aime beaucoup la résonance. Alors, je fais toujours des petits liens ou vers d'autres choses. En tout cas, j'ouvre la voie vers d'autres choses. Et est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais partager, que ce soit cinéma, peinture, littérature, musique, ce que tu veux, des choses qui t'inspirent au quotidien, qui te nourrissent, qui t'ont porté, qui t'ont élevé à certains moments? Ça, c'est tout le parcours d'une vie, la musique. Moi, j'aimais bien la musique classique quand j'étais plus jeune parce que j'ai fait beaucoup de piano. J'aimais beaucoup Chopin à l'époque, je jouais du Chopin. Au niveau de la musique, j'aime bien aussi tout ce qui mène à. En ce moment, je suis vraiment dans la nostalgie des années 50, alors, parce que ça peut être une époque assez gaie quand même. Il n'y a pas de réchauffement climatique, fin de la guerre, reprise économique. C'était un peu idéalisé, mais c'est. Mais là, tu as besoin de retourner vers ça. Enfin, pour toi, dans Bah, l'image que tu te fais, c'est un espèce de refuge, quoi. Enfin, et puis, ouais, puis c'est nostalgique en même temps. C'est comme je disais, Eddie Mitchell. Pour moi, il a une sensibilité un peu nostalgique. Enfin, c'est vrai qu'il y a un titre que tu partages beaucoup. C'est Alice. Ouais, Alice, je sais pas pourquoi. Je l'avais déjà il m'avait marqué tu l'avais évoqué dans un podcast. Ouais, il m'avait marqué quand je les avais entendus. J'avais avoir 12 ans et je trouvais que les sonorités, elles racontaient plein de choses. Ouais. Enfin, ça renvoie au conte de fées dont tu parlais au tout début, que tu lisais quand tu étais enfant. C'est un espèce de refuge. Ouais. Mais bon, après, moi j'aime bien aussi le gros métal qui sonne bien, genre Ark Enemy, des choses comme ça. Et Vigelin, Boris Vian, enfin toutes les valeurs sûres, ça c'est des génies, quoi. Enfin, comment citer c'est large pour le coup. Oui, la large. musique. Ça dépend aussi peut-être de tes humeurs. J'aime bien aussi les personnalités qui sont un peu ambivalentes. Enfin, on a eu un peu ce qu'on appelait un peu des monstres sacrés, quoi. Un peu, enfin, genre Léo Ferré, Mylène Farmer aussi, elle est assez ambivalente. Je pense il y a un côté sombre et un côté. Enfin, il y a double. Michael Jackson aussi, il était un peu. Tous les trois, ils étaient en commun à ne vivre qu'avec leurs singes, quoi. Enfin, d'accord. Des personnages un peu lunaires. Et des personnages. C'est des grands artistes quand même. Enfin, c'est des gens qui se mettent. Qui se mettent tout nus devant tout le monde, quoi. Enfin, Donc ça fait partie des personnes que tu admires, qui t'inspirent. J'ai l'impression que ton univers il est fait de plein de choses, ça brasse.
Là, j'aime bien Dutronc aussi. Tous les personnages comme ça qui sont un peu charismatiques, enfin, qui ont une certaine personnalité. Quand il a chanté l'opportunisme, tout le monde dans des salles pleines, mais je me suis dit, mais faut quand même être conflit pour chanter des chansons comme ça, mais avec beaucoup d'aplomb et beaucoup de classe, quoi. Sinon, après au niveau littérature, moi je lisais beaucoup de science-fiction. Bah, quand j'étais plus jeune, c'était plutôt les bouquins scolaires. J'ai tout lu Zola, j'adorais Zola. T'as pas Bah, été dégoûtée? j'étais touchée, non mais j'étais franchement touchée par ces histoires de Zola qui nous tirent les larmes aux yeux finalement, qui sont très, qui sont très dures, quoi. Et Élise ou la vraie vie, qui est un bouquin qui m'a vraiment, de Claire Etcherelli, qui a eu le prix Femina à une époque, qui parlait ouais, des illusions perdues en fait, parce que Élise, c'est une femme, enfin son frère part sur Paris pour rejoindre, parce que au moment de la guerre d'Algérie, et il voulait militer pour ça, et elle décide de le suivre. Et puis elle finit par travailler dans une usine, découvrir ce que c'est que le racisme, les ratonnades, des choses comme ça. Et son frère finit par se suicider parce qu'il sait enfin, c'était une cause perdue. Voilà quoi, Paris où on peut changer de vie, changer le monde et tout ça, bah, c'est pas ça, le réel il n'est pas ça. Enfin, même dans un village de campagne on peut rêver de ça, puis finalement bah, ce livre-là voilà, t'a touché? Ouais, ça m'avait touché parce que les personnages sont touchants, sont sensibles, sont des écorchés, quoi. Enfin, puis des personnages qui auraient pu très bien exister, en fait. Qui peuvent être tout le monde, quoi. Enfin, tout à fait, d'accord. Un peu sensible à plein de choses, et voilà, quoi. Sinon, au niveau cinéma, bah, moi j'aime beaucoup les films cultes, j'aime bien Kubrick. Enfin, bon, qui n'aime pas Kubrick en même temps. Ils sont assez fantastiques ces films, quoi. Il n'en a pas fait beaucoup, mais ils sont tous géniaux. J'aime beaucoup David Lynch parce qu'à chaque fois qu'on le regarde, on a presque une histoire différente à chaque fois. Enfin, on peut toujours imaginer. Puis il y a une espèce d'atmosphère, quoi, qui est un peu inquiétante, mais en même temps un peu satirique aussi. Quand on voit dans Mulholland Drive, là, je sais pas si tu te rappelles de la scène, là. Non. Non, il y a une scène qui est assez marquante quand il y a un petit producteur qui vient à Hollywood et on lui fait comprendre ce que Hollywood, quoi. Enfin, d'accord. C'est une grosse satire du rêve américain, en okay. fin de compte, David Lynch, même si on n'a pas l'air comme ça. D'accord. Puis il y a plein de belles images aussi. Enfin, c'est un univers, de toute façon, quand tu le décris, je pense que... Puis il y a beaucoup de points communs avec Hopper. Je sais pas, il y a des scènes qui ont été repris, des peintures de... Non, pas des scènes. Ouais, les ambiances qu'il a fait, ouais, c'est vrai que ça rappelle quand même D'accord. Et Hopper, bon, bah, c'est vrai qu'on l'aime, on l'aime pas, mais il laisse pas grand monde. Je pense que ces tableaux font quand même assez réfléchir. Enfin, ça raconte plein de trucs, il y a plein de petits détails des fois. Ça a beau être une image, une personne. Au début, on se dit c'est banal, mais au final, quand on rentre dans le tableau. Non, c'est pas banal, c'est presque violent. Il y a toute une histoire. En tout cas, quand on rentre dans le tableau, il y a toute une histoire. L'incommunicabilité, c'est pareil, c'est la désillusion du rêve américain finalement, quoi. Enfin, les gens sont seuls, on les voit isolés. On voit leurs fenêtres. Ils se parlent pas. C'est violent, c'est très violent. La femme à la fenêtre sur le lit, je pense que c'est dans une chambre d'hôtel qu'elle est. Elle regarde par la fenêtre. Ça pose question. Bah ouais, mais il y a plusieurs lectures finalement. C'est ça. On les voit à des âges différents finalement. Et on les voit pas de la même manière. C'est vrai. C'est vrai. Enfin, ils sont très lourds en atmosphère, quoi. Enfin, oui. C'est le vide qui parle, c'est le vide qui est lourd, quoi. Enfin,
Le cadrage, en plus, c'est très Les cadrages, cinématographique, comme tu disais. C'est un peu Hitchcockien. C'est ça. Pour finir l'épisode, j'aimerais bien te terminer par une petite question. Là, à quoi est-ce que tu rêves là maintenant? Qu'est-ce que... Du printemps. Aller marcher dans la nature, découvrir le vert, les fleurs et puis trouver des moments de recueillement et d'inspiration, quoi, parce que la nature quand même voilà, ça ressource, quoi. Enfin, ouais, c'est vraiment le contact avec la nature. Et puis, aller faire une petite balade photo sympa, c'est... D'accord, ça va. On devra en voir bientôt des photos du coup. Ça devrait t'inspirer. D'accord. En tout cas... des rêves, alors après, des rêves réalistes, moi je pense à juste l'immédiat. Réaliste ou pas, qu'est-ce que tu aimerais là, que ce soit même pour toi ou ton travail ou dans ta vie, ou voilà. Là ce que tu dis, c'est un rêve là qui va arriver bientôt, entre guillemets, parce que le printemps est bientôt là. Mais tu as ces envies de nature, c'est la nature. Là, des envies de nature. Puis bon, après, moi c'est vrai que le rêve de ma vie, ça aurait été un peu de sillonner le monde avec mon sac à dos. Bon, ça c'est quand même pas très réalisable, quoi. Ah, qu'est-ce qui te freine? Déjà, il faut avoir les moyens, il faut être très organisé. Faut connaître beaucoup de choses, quoi. Ça serait quand même... Après, il y a tous les réseaux, il y a des réseaux européens d'auberges de jeunesse, des choses comme ça, mais il faut quand même être bien organisé, quoi. D'accord. C'est quelque chose en tout cas qui reste un petit peu en suspens. C'est vrai que la vie sur la route, tous les jours, c'est différent, quoi. On est sans arrêt, on voit du beau tous les jours, quoi. Du nouveau, quoi. Tu rêves d'aventure. Ce serait tous les jours différents. Prendre le transsibérien, aller voir le château de Bran, traverser la forêt des Carpates. Par contre, c'est peut-être un peu angoissant quand même. Je pense. Là, pour le coup, tes ambiances mystérieuses, inquiétantes, on aura. Bon, je te remercie beaucoup, Delphine, d'avoir accepté mon invitation dans le podcast. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Et... c'est la même chose parce que tes questions sont vraiment intéressantes et ça me permet de m'exprimer. Ton univers se prête, en tout cas c'est très inspirant pour nous et puis très enrichissant par rapport à tout ce que tu as fait. J'invite vraiment les personnes à aller découvrir l'exposition qui est actuellement jusqu'au 31 mars à la librairie Tu as Roman, ou de se procurer l'ouvrage. Et également aller visiter les sites et blogs de Delphine Vivet alias Videl. Et de toute façon, comme je l'ai dit, je mettrai tous les liens en description de l'épisode où vous pourrez retrouver Delphine, son ouvrage, ses expos, son travail, tout ça. Et je te souhaite bonne continuation, Delphine. Et merci beaucoup, Sonia. Et puis, félicitations aussi pour tout ton travail que j'aime bien beaucoup. Ça, je te l'ai dit. Voilà. Merci beaucoup, Delphine. Voilà, le 11e épisode du podcast Entrevoix arrive à son terme. S'il vous inspire, s'il vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir par le biais des réseaux sociaux, Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook et la chaîne YouTube maintenant. Et vous pouvez également rejoindre le groupe Facebook Entrevoix et sa communauté pour partager, échanger vos idées, votre poésie, bref, toute votre créativité en lien avec cet épisode. En attendant, je vous souhaite de belles résonances et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.